Nous allons commencer le point de presse du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, jeudi le 10 décembre 2020, nous allons faire le point sur la pandémie de la COVID-19 pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Anne-Marie Trépanier. Aujourd'hui, nos porte-paroles du jour, pour commencer, Madame Caroline Roy, présidente directrice générale du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, et pour continuer, Dr. Omobola Somenjo de la santé publique. Donc, sans plus attendre, Madame Roy. Oui, bonjour à tous. Encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc, mon message va être réellement sous forme de 4 rappels aujourd'hui. Le premier rappel, toujours dans le contexte de la situation pandémique qu'on vit, c'est je demande à la population si vous présentez des symptômes apparentés à la COVID. Donc, on les connaît maintenant, on nous les demande régulièrement dans les différents commerces. Ne vous présentez pas dans nos services d'urgence directement, mais contactez vraiment le 811. Au 811, une personne va vous orienter puis vous guider à savoir à quel endroit vous devez vous présenter. Si vous devez vous présenter à un endroit ou faire une surveillance pour quelques heures avant de vous présenter à un endroit pour consulter. Mais réellement, c'est ce qui est attendu, ne pas vous présenter directement dans nos salles d'urgence sans avoir contacté d'abord le 811. Aussi, ce qui est demandé, c'est de prioriser le service d'urgence de votre municipalité d'origine. Donc, tout ça là, pour éviter effectivement les déplacements, aussi la gestion dans les différents dossiers, puis pour pouvoir avoir sous la main l'information qui vous concerne à partir du moment où on devrait pouvoir y référer, là, donc votre dossier clinique, votre dossier qui est à l'hôpital. Sinon, troisième message, je rappelle des consignes d'usage quand on est en attente d'un dépistage à une clinique désignée de dépistage. Donc, dans chacun de nos territoires, ce qu'on constate, c'est que parfois, il y a des files d'attente qui s'installent à l'extérieur. Puis, dans ces files d'attente-là, le 2 mètres est plus ou moins respecté. Parfois, pas du tout. Il y a un regroupement ou un attroupement qui peut se faire. Puis, évidemment, quand on est en attente d'un dépistage, ça peut être parce qu'on pense qu'on est à risque. Ça peut parce que aussi, on souhaite le faire. Puis, on le sait, à tout moment, dans la communauté, quand on est en distance ou en contact social, là, on s'attend à avoir un respect du 2 mètres et c'est attendu dans les files d'attente aux cliniques désignées dépistage. Donc, un simple rappel. Mon dernier message, c'est celui qui est de grande importance pour aujourd'hui parce que le constat qu'on fait dans les derniers jours et dans les dernières semaines, mais vraiment, ça s'est accentué dans les derniers jours, c'est en ce qui concerne l'achalandage dans les restaurants. Ce qu'on constate, c'est que probablement avec l'approche des fêtes, les collègues souhaitent se réunir ou faire un dîner ou avant là, de pouvoir partir en congé, pouvoir le faire aussi avec peut-être quelques membres de notre famille. Là, je tiens à rappeler vraiment ce qui est attendu quand on fréquente un restaurant dans notre région, dans les zones jaunes. Quand les salles à manger ont réouvert cet été, vraiment la consigne était de pouvoir y aller avec une seule maisonnée. Donc, on s'attend à ce que les gens puissent bénéficier des salles à manger des restaurants, mais en famille seulement. Donc, dans la recommandation et même dans la directive qui a été diffusée, que les restaurateurs ont aussi en main, il n'est pas attendu qu'on se présente au restaurant avec des amis, avec des collègues, avec des gens qui sont venus nous visiter et pour lesquels on voudrait profiter d'un bon moment. Je le rappelle parce qu'on constate que c'est pas ce qui est réalisé en tout temps. Le contrôle au niveau des restaurateurs est difficile à ce moment-là, puis je comprends que les gens ont envie de pouvoir en bénéficier. Mais si on veut pouvoir profiter encore une fois d'être en zone jaune, de pouvoir profiter de ces petits loisirs-là, puis ces beaux moments qu'on peut avoir en famille, c'est important de respecter les consignes. Donc, je le répète, une seule maisonnée quand on va dans les restaurants, maximum 10 personnes, puis la distanciation de 2 mètres à partir du moment où, par exemple, on irait avec un autre groupe ou un couple d'amis, mais à ce moment-là, on avise le restaurateur. On est installé à un 2 mètres de distance ou parfois, il y a même des barrières physiques avec des plexiglas qui peuvent être installés. Certains restaurateurs l'offrent également. Donc, réellement important, pas d'amis, pas de collègues, pas de gens qui viennent nous visiter pour aller fréquenter le restaurant. Je vous remercie. C'était mon message pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Roy. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Dr. Somenjo. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité de présenter les données épidémiologiques pour cette semaine, pour l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, dans les dernières 24 heures, nous avons 3 nouveaux cas qui ont été confirmés et de ces 3 cas, 2 sont des contacts de quelqu'un, ils ont déjà été en isolement parce qu'ils ont été déjà identifiés comme des contacts étroits, donc cas confirmés. Cela porte le nombre total des cas depuis le début de deuxième vague à 118 cas, dont 26 cas actifs.
Nous n'avons aucune personne hospitalisée actuellement pour la COVID et 20 de nos 26 cas actifs se trouvent dans la MRC de Vallée-de-Long. Une autre mention, c'est pour le nombre de tests actualisés. Donc, dans la dernière semaine, nous avons réalisé 1548 tests pour la COVID. Et d'ailleurs, nous avons trouvé le nombre de cas que nous avons. Donc, dans la dernière semaine, nous avons eu 20 nouveaux cas confirmés. La raison pour laquelle nous avons que 26 cas actifs, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont rétablies dans nos derniers cas. Une autre chose importante à mentionner, c'est que en regardant qu'est-ce qui se passe à travers la province, ça souligne l'importance d'intensifier nos efforts collectifs pour garder le contrôle sur la pandémie ici en Abitibi-Témiscamingue. Le virus pour rentrer, et d'ailleurs, à chaque fois que le virus a été importé, a été amené dans notre région, c'était des résidents de notre région. Ce n'est pas des résidents de notre région, c'est des résidents de notre région qui soit reviennent d'un voyage ou ont été exposés ailleurs, qui l'ont amené le virus dans notre région. Donc, le virus pour rentrer dans la région, mais c'est nos comportements qui va déterminer l'étendue de la transmission au sein de notre communauté. Donc, si le virus arrive, mais si nous respectons les mesures sanitaires en cours, c'est-à-dire on garde la distance entre les personnes, la distance de au moins 2 mètres entre les personnes qui n'habitent pas chez nous, si on porte nos masques lorsqu'on est dans les lieux publics, si on lave nos mains assez fréquemment, si on respecte les mesures qui sont en cours dans nos milieux de travail et dans des endroits où on fréquente, ça va limiter la propagation du virus au sein de notre communauté. Également, cette semaine, nous avons publié les recommandations, les consignes pour les personnes, les étudiants qui arrivent des zones rouges pour la période des fêtes. Et vous pouvez constater dans ces consignes que c'est important, nous misons sous l'isolement plutôt que le test de dépistage. Parce que les tests de dépistage n'informent que sous le moment dans lequel le prélèvement a été effectué. Donc, le conseil, c'est de s'isoler. Donc, si vous avez des personnes qui vont revenir en région, c'est important de les informer, de limiter, de couper tout déplacement non essentiel pendant au moins 1 semaine avant leur arrivée ici. Lorsqu'ils seront ici également, il faut aussi limiter le contact avec les personnes qui n'habitent pas dans le même domicile. Donc, il ne faut pas penser que le fait que les personnes ne sont pas malades informe que la personne, c'est-à-dire la personne n'a pas la COVID. Il faut toujours faire attention. Et pendant ces périodes-là, également, c'est important que ces personnes surveillent pour le moindre symptôme. Donc, s'il y a des présences de symptômes, on vous recommande d'appeler la ligne pour avoir un rendez-vous ou d'aller sur le site québec.ca pour voir des coordonnées pour avoir des rendez-vous de dépistage pour la COVID. Heureusement, en région, on est capable de donner des rendez-vous assez rapidement et la personne pour avoir les résultats aussi rapidement, ce qui permettra de pouvoir intervenir si nécessaire. La santé publique va pouvoir débuter l'enquête et limiter la transmission au sein de notre communauté. Donc, ces documents et les autres informations que nous avons pour aider les gens à prendre les mesures nécessaires pendant la période des fêtes se retrouvent sur nos sites web et également sur nos pages Facebook. C'est important quand même, quand vous avez des visites chez vous, de aussi limiter vos contacts parce que si jamais la personne devient positive, ça va être important de garder toute la famille en isolement jusqu'à temps qu'on s'assure que personne d'autre l'a attrapé la COVID. Donc, ça termine mes messages pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Donc, nous commençons la période de questions. J'en ai déjà une qui est apparue par écrit. Donc, la première, est-ce que 1548 dépistages est un nombre satisfaisant dans le contexte actuel? Et aussi, quels sont les plus récents développements pour la vaccination projetée? Donc, pour la question concernant le dépistage, oui, c'est un nombre satisfaisant parce que c'est un hausse comparé aux dernières semaines. Et je dois mentionner que nous avons trouvé plus de cas dans la dernière semaine parce que dès que nous avons eu des informations, nous avons demandé, nous avons invité plus de personnes d'aller se
de passer un test de dépistage, c'est que nous permet de trouver des personnes positives. Donc, oui, c'est une augmentation cette semaine. Je pense 200 ou 300 plus de tests ont été effectués cette semaine comparativement à la semaine dernière, qui nous a permis de mieux contrôler la situation. Pour ce qui est de la vaccination, je vais laisser Mme Roy. Oui, merci, Dr. Sobenjo. Pour ce qui est de la vaccination, on s'attend vraiment là, dans les prochaines semaines à avoir la confirmation du moment où on va recevoir les premières doses du vaccin Pfizer, puis on va s'assurer de faire la vaccination telle que le prévoient les critères, autant au niveau de la distribution du vaccin que dans les critères au niveau de la clientèle ciblée pour la vaccination. Ce qu'on sait et ce que je peux vous mentionner, c'est que les vaccins qui vont être livrés dans la région vont pouvoir être livrés dans un seul lieu pour le moment. Donc, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir vacciner avec les premières doses les clientèles prioritaires. Et je le répète, les clientèles prioritaires, parce qu'il s'agit vraiment d'une vaccination ciblée et non pas d'une vaccination de masse, sont les personnes qui sont résidents dans les CHSLD, les travailleurs de CHSLD, puis par la suite, travailleurs de la santé, résidents dans les différents milieux de vie. Et ensuite, en fonction d'un certain critère d'âge, 80 ans et plus, puis tout ça en descendant. Puis, comme on l'a entendu dans les différents médias et qui a été diffusé hier, on espère bien avoir complété la vaccination de l'ensemble de la population à l'automne prochain, donc en septembre ou octobre prochain. Donc, c'est l'information à ce jour qui concerne la vaccination avec les vaccins qu'on recevra de Pfizer, tels que l'ensemble du Québec. Merci beaucoup. Donc, je passerai à la prochaine question écrite qui nous demande quelle est la responsabilité des bars, des restaurants et des gyms en zone jaune du 17 décembre au 4 janvier. Et Dr. Sobenjo tenait à préciser en même temps que le nombre de tests réalisés les 2 dernières semaines sont de 1121 et puis 1316. Merci. Donc, c'est une très bonne question. Quelle est la responsabilité de bars, de restos et de gyms pendant la période du 17 décembre au 4 janvier? Étant une communauté, une collectivité, leur rôle sera d'aider la population et les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue de respecter le contrat moral et de diminuer la propagation du virus. De ce fait, lorsqu'ils sont ouverts, ça va être important pour eux d'aider les gens à respecter les consignes. Comme mentionné tantôt par Mme Roy, c'est important lorsque les personnes se présentent. Donc, premièrement, de ne pas avoir de réservation de plus de 10 personnes. Parce que nous savons que c'est pas beaucoup de familles qui ont plus de 10 personnes habitant dans la même adresse. Donc, dès qu'il y a des réservations de 15, de 20, c'est sûr que c'est pas des personnes dans la même maison. Deuxièmement, s'ils doivent accueillir plus d'une famille, de s'assurer que des mesures sont en place, de respecter la distanciation physique entre les bulles familiales. Troisième élément, dans le gym aussi, c'est important, il va être important pour eux de contrôler l'accès à leurs locaux et aux vestiaires aussi, que les gens puissent toujours respecter les consignes. Donc, le rôle de chacun sera de voir au respect des mesures par les citoyens et surtout pour s'assurer que leurs lieux ne deviendront pas des lieux de rassemblement des activités sociales. Parce que la recommandation, c'est de limiter toute activité sociale. Donc, les gens peuvent venir profiter d'une meal en famille, mais pas commencer à faire des activités sociales. Avant de changer de sujet, toujours là-dessus, est-ce qu'il y a des conséquences qui pourraient être données aux commerçants? Je sais qu'il y en a probablement peut-être déjà qui sont prévues, mais est-ce qu'on prévoit accentuer? On sait que le gouvernement Legault a mis un peu plus de pression sur les rassemblements. Est-ce qu'il y a des conséquences additionnelles qui pourraient se voir ajoutées? Pour l'instant, la bonne chose, c'est en région, nos partenaires, les commerces collaborent et on est en train de rappeler, d'envoyer des messages de rappel et de communiquer les consignes. Mais c'est sûr que si les consignes ne sont pas respectées, les mêmes directives qui s'appliquent dans d'autres régions vont s'appliquer ici aussi. Merci beaucoup. Nous avons une autre question par écrit concernant la vaccination. Pouvez-vous nous rappeler le nombre de doses attendues et quand pour la première vaccination ciblée?
En fait, on ne sait pas le nombre de doses qu'on va recevoir de Pfizer. Ça va nous être confirmé dans les prochaines semaines. Et on ne connaît pas non plus la date de réception pour laquelle on aura le vaccin. Ce qu'on sait, c'est que ce sera dans les prochaines semaines. Vous l'avez entendu, tout comme moi, dès la semaine prochaine, il y a des premières doses qui ne seront pas distribuées en région, mais qui vont être disponibles au Québec, dans les plus grands centres urbains, avec des premières doses de ce vaccin. Nous, ce sera dans les semaines suivantes, mais dès que j'ai l'information, ça va me faire un grand plaisir de vous la communiquer, autant la date que le nombre de doses et aussi l'avancement de cette vaccination-là tout au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup, Mme Roy. Bien sûr qu'on va tenir informée la population. Donc, j'ai une autre question écrite. Est-ce qu'on a plus de détails sur le troisième cas, puisqu'il n'est pas lié à un cas déjà confirmé? Oui, j'ai oublié de le mentionner. Le troisième cas n'est pas actuellement en région. Donc, c'est quelqu'un qui a une adresse ici, qui a eu une exposition ailleurs, et la personne va rester là où il est jusqu'à complétion, jusqu'à qu'il soit rétabli. Donc, c'est juste la personne n'est pas ici. Merci beaucoup, Dr. Sabanjo. Est-ce qu'on a des questions par micro? Oui. J'aurais une question. Merci. Concernant la Vallée de l'Or, j'aimerais qu'on parle un peu de la situation. C'est là qui a été l'épicentre au cours des dernières semaines. Plusieurs s'interrogent, est-ce que Val-d'Or pourrait tomber au orange? Est-ce que c'est des discussions que vous avez à la santé publique? Merci pour la question. Pour l'instant, oui, on a plusieurs cas. La majorité de nos cas actifs sont à Val-d'Or, mais ce sont reliés à des événements ou des activités. On a eu une éclosion dans un milieu de travail. On a eu un agrégat, un nombre de cas associés à un événement particulier. Et maintenant, c'est les personnes qui ont eu contact avec eux. Donc, la situation, oui, ça génère beaucoup de cas, un bon nombre de cas, mais c'est une situation sous contrôle. On n'est pas dans une instance qu'on trouve des cas qui sortent de toutes sortes de côtés sans avoir un lien entre eux. Les cas qu'on a majoritairement sont reliés d'une manière ou l'autre. On a au moins deux groupes différents, mais ils sont majoritairement reliés, ce qui fait en sorte que nous pensons avoir bien un bon contrôle de la situation actuelle et on le surveille. Donc, pour l'instant, la question de mettre la MRC de Vallée de l'Or au palier orange n'est pas sur la table. Ça fait presque 9 mois qu'on est en pandémie, confinement, que le premier confinement a commencé. Est-ce qu'on voit ou on sent un nombre de naissances augmenter dans les hôpitaux? On me disait cette semaine, des gens qui me disaient, dans les hôpitaux, on voit que dans les 2 dernières semaines, il y a eu beaucoup de naissances. Et en faisant le calcul, ça fait 9 mois avec le premier confinement. Est-ce qu'on voit un peu un baby boom en région? Je vais le valider et vous revenir. Je n'ai pas cette information-là. En fait, on a des cycles aussi de naissance là, au sein de nos établissements et de nos régions. Ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est pas toujours... La moyenne n'est pas toujours égale à chaque semaine ou à chaque mois de l'année, mais c'est une information qu'on va valider puis on va vous la confirmer. Donc, je n'avais pas entendu cette information-là. Là, on va pouvoir vous la confirmer. Nous avons une question par écrit. Simplement une validation, le nombre de cas actifs pour la Vallée de l'Or. Dr. Sabanjo, on parlait de 20, mais sur la page Facebook 6, on parle plutôt de 21 cas actifs pour la Vallée de l'Or. Donc, on veut simplement confirmer l'information. C'est 21 cas actifs. Merci beaucoup pour la précision. J'aurais une question pour la période des fêtes. Vous nous avez bien réexpliqué qu'on s'attendait à ce que les gens respectent le contrat moral en Abitibi-Témiscamingue. Par contre, ça ne fait pas partie d'un décret. Donc, il y a des gens qui se demandent est-ce que si on a un rassemblement de 10 personnes au jour de l'an, est-ce que les policiers pourraient venir avec des amendes? Donc, bref, quelle est la situation légale là, pendant la période des fêtes? Oui, c'est une très bonne question. La raison pour laquelle on augmente nos communications, comme je vous ai mentionné, c'est qu'on voit ce qui se passe ailleurs. On ne veut pas aller dans le rouge, on ne veut pas avoir une transmission importante. Nous sommes dans une position privilégiée. Nous n'avons aucun cas hospitalisé, mais ce n'est pas la même situation dans d'autres régions. Il y a des hôpitaux qui ont dû faire des délestages pour pouvoir accommoder les cas de COVID.
c'est sûr que la situation autour de la province, ça préoccupe. Ça préoccupe tout le monde. Ça préoccupe même moi comme médecin en santé publique. Et c'est pour ça que nous, on fait tout, on veut vraiment s'assurer qu'on fait notre bout de ne pas ajouter à ce fardeau qui est déjà dans la province. Actuellement, on fait des mesures avec nos partenaires, mais à chaque jour, il y a une évaluation qui se fait. On continue à voir. Il se peut que si on voit que la situation, on ne peut pas poursuivre comme il faut, il se peut qu'on va changer. Mais pour l'instant, on n'a pas de décret. On a des idées comment on va rejoindre nos partenaires, comment on va s'assurer que le mesure va être respecté. Mais si nécessaire, il y a des choses qu'on peut faire de plus. Merci, Dr. Sobenjo. Puis je vais me permettre de compléter parce que non, il n'y a pas de décret pour l'isolement volontaire demandé à partir du 17 décembre jusqu'au 24. Deux rassemblements seulement de 10 personnes pour des gens là, qui sont au sein de la région, puisque maintenant, on le sait, avec les régions rouges, là, ce n'est pas permis, donc ils ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas venir ici non plus. On sait par contre qu'on a de nos étudiants qui vont venir parce que c'est tout à fait correct. Là, c'est des gens souvent qui sont seuls à l'extérieur puis qui vont venir et il y a des consignes données en ce sens-là. Isolement aussi demandé après ces deux rassemblements-là, donc volontaires à partir du 28 décembre. C'est que ça nous appartient à nous, comme région, de pouvoir demeurer en palier jaune puis de pouvoir contrôler nos cas. Vous le savez, notre réseau de la santé aussi est fragile et vulnérable avec la réorganisation temporaire qui est en cours, ça le témoigne bien. Mais rapidement, si on perd le contrôle, on devra inévitablement délester certaines activités, ce qu'on n'a pas fait. Le reste de la province, dans la grande majorité des régions, on fait un délestage actuellement de certaines activités offertes, que ce soit des chirurgies électives, que ce soit des rencontres ambulatoires là, avec les spécialistes. Donc, nous, on est capable actuellement de maintenir nos activités, de maintenir le contrôle sur la situation, mais ça dépend vraiment de notre comportement comme individu, comme collectivité, pour demeurer dans ce palier-là, puis en sortir aussi du temps des fêtes en étant toujours avec un contrôle sur la situation. Donc, c'est vraiment demander à la population de pouvoir respecter ce qui était attendu et demandé au niveau du contrat moral avec ce qu'on s'attend, qu'il y aura probablement plus de cas dans le temps des fêtes parce que oui, il y aura peut-être des rassemblements qui n'ont pas lieu à d'autres moments avec des gens qu'on n'a pas côtoyés. Il y en aura peut-être deux un peu plus rapprochés à ce moment-là puisqu'ils auront lieu pendant la période de Noël. Mais si on s'isole avant et on s'isole après, on invite après ça une transmission qui pourrait être accrue puis qui pourrait nous faire rapidement perdre le contrôle. On le voit. Quelques cas dans un territoire d'MRC. Dans les derniers cas, vous l'entendez souvent, reliés au premier cas, reliés au cas qu'on connaissait déjà. Les gens étaient déjà en isolement. On est rendu à beaucoup de cas là, présentement pour 1 ou 2 ou 3 cas finalement initiaux, mais c'est dans la transmission puis la chaîne de transmission qu'on voit qu'on peut perdre le contrôle. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on s'attend à ce que la population suive les directives puis suive ce contrat moral-là qu'on s'est entendu d'avoir là avec initialement le premier ministre et maintenant, c'est la direction de la santé publique régionale et moi-même qui le demande à la population. Merci beaucoup pour les détails. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je crois que ça faisait le tour pour cette semaine. Merci beaucoup à tout le monde de vous être présenté au point de presse. Donc, comme à l'habitude, on va se revoir jeudi prochain. Merci tout le monde. Merci. Bonne semaine.